C'est le meilleur contrebandier dans l'histoire des États-Unis. Il était rusé, brillant et très calculateur. Grâce à son avion personnalisé, il évite les radars sophistiqués et déjoue les patrouilles aériennes. Un pilote extraordinaire. Pour atterrir avec des tonnes de drogue là où les autorités ne surveillent pas. Dans le monde de la drogue, c'était un génie. Il a dirigé le réseau de vol de voitures le plus prolifique dans l'histoire des États-Unis. C'était un génie criminel. Il a géré une solide entreprise qui lui a permis d'empocher des millions de dollars. Il surveille étroitement son organisation qui vole des milliers de voitures haut de gamme. Ils agissaient en quelques secondes, ils étaient très forts. Ils connaissaient la technologie la plus récente de ces véhicules luxueux. La police a les mains liées. Il était très discipliné, ce qui a fait de lui le meilleur. Et nous n'avions aucune idée qui il était. Au début des années 80, l'administration Reagan déclare la guerre aux trafiquants de drogue. Les cartels de drogue colombiens font appel à des Américains pour transporter par avion des narcotiques aux États-Unis. Les autorités identifient la Floride comme principal point d'entrée et apprennent que les contrebandiers ont toujours le même profil. Les individus portaient des bijoux et des montres en or, dans le style de Miami Vice. On voyait tout de suite que c'était des passeurs. Les douanes et la police ont ces contrebandiers dans leur mire. Par la suite, le gouvernement a affecté plus d'agents en Floride pour combattre ce fléau. On installe un réseau secret de radars sophistiqués dans toute la Floride et sur la côte longeant le golfe. Le gouvernement a aussi mis en place un groupe d'avions qui étaient de véritables systèmes radars volants conçus pour attraper les contrebandiers. Des patrouilles aériennes forment des barrages sur terre et sur mer. Tous les bateaux suspects sont suivis et contrôlés. 80% du risque était d'être arrêté sur le littoral américain, d'être intercepté au retour par les douanes ou la DEA. Les efforts des autorités donnent des résultats. Des réseaux de drogue sont démantelés, des tonnes de narcotiques sont confisquées, des millions de dollars recouvrés. Et les contrebandiers disparaissent du ciel américain. Autour de Miami et des Bahamas, on peut voir beaucoup de carcasses d'avions. Malgré le succès de l'opération, la DEA se rend compte qu'il y a un contrebandier qui échappe à leur filet de sécurité et qui importe de la cocaïne pour des millions de dollars. Elle lance une vaste chasse à l'homme. Cette enquête de la DEA a été la plus importante de toutes. Mais les autorités n'arrivent pas à le trouver parce qu'elles ne cherchent pas au bon endroit. Ce trafiquant ne travaille pas en Floride et ne correspond pas au profil établi. C'est un homme d'affaires honnête qui vit dans une petite ville de la Pennsylvanie. Rick Lightchess est un ami de président de société, un expert en aviation. Et le génie qui a fait le trafic de 10 tonnes de cocaïne aux États-Unis, empochant des millions de dollars. Il a importé plus de cocaïne que tout autre réseau de drogue dans ce pays, ce qui n'est pas peu dire. La question est, comment a-t-il fait son coup? Très jeune, Lightchess est un passionné de l'aviation. Il adorait voler. Il a obtenu son permis de pilote quand il était encore à l'école secondaire. Il était bon pilote et excellent mécanicien. Il obtient son diplôme en aéronautique à la fin des années 70 et fonde son entreprise, Air America, à Scranton, en Pennsylvanie. La société se spécialise autant en aéronefs luxueux qu'en petits avions. Si vous pilotez un avion vers le Canada, c'est bien de ne pas avoir à arrêter pour faire le plein. Pour 100 000 $, Rick va vous l'aménager.
Air America faisait un boulot de la meilleure qualité, de l'excellent travail. C'était un bon patron. Il payait ses employés au-dessus de la moyenne. Il l'aimait bien. Rick fait des dons de charité. Il est ami des policiers et il offre même ses services de pilote au gouverneur de l'État. Il s'insinuait dans les bonnes grâces des politiciens, des fonctionnaires du gouvernement et des chefs de la communauté. Air America est en pleine expansion jusqu'à la récession de 1980. Les clients d'affaires de Rick font alors place à des types louches qui lui demandent des avions dotés d'espaces de chargement secrets. L'un d'eux insiste pour le payer avec un sac contenant 3000 quaaludes. Cherchant désespérément à faire de l'argent, Rick accepte. Son mécanicien connaissait un gars à Philadelphie qui pouvait les écouler. La première personne qu'il a approchée pour les vendre était un agent d'infiltration. Rick est arrêté et interrogé. Les autorités déclarent que c'est un homme d'affaires en difficulté financière et non un véritable trafiquant. Mais comme les agents de la DEA soupçonnent que les contrebandiers utilisent sa compagnie pour faire modifier leurs avions, ils lui font une offre. La DEA l'a recruté presque tout de suite après l'affaire des quaaludes. Les accusations contre Rick sont retirées. En échange, il s'engage à leur rapporter toute activité suspecte. Qu'il le veuille ou non, il était désormais impliqué dans le monde de la drogue. Rick se rend compte que la DEA a raison. Un grand nombre de ses clients sont des contrebandiers qui font des millions de plus que lui. Puis, en 1981, un de ses clients douteux lui offre une grosse somme pour piloter pour le compte d'un réseau de trafiquants de marijuana de Tampa. Air America étant au bord de la banqueroute, Lightchess accepte. Il ne voulait pas rester dans ce milieu pour toujours. Du moins, ce n'était pas son intention première. Ce qu'il voulait, c'était faire assez d'argent pour renflouer son entreprise et refuser toute affaire de contrebande. Rick découvre vite que les gens qui lui demandent de piloter sont des amateurs. La plupart des trafiquants de drogue étaient des personnes qui consommaient leurs marchandises. Ils n'étaient pas fiables. Rick racontait à ses amis à quel point il les trouvait négligents. Des réservoirs sont dangereusement exposés dans la cabine et la route qu'il doit traverser fourmille d'agents de la DEA. Mais Lightchess parvient à atterrir son avion sans encombre et empoche son dû. Il fait 2 autres voyages, puis il abandonne le réseau. Mais son professionnalisme a attiré l'attention de Jorge Ochoa, un pivot du cartel de Medellín. Quand on travaille directement avec un gars comme Jorge Ochoa et qu'on transporte de la coke pour lui, on a atteint le sommet. Ochoa lui fait miroiter les millions qu'il peut gagner en faisant la contrebande de cocaïne pour son cartel. Toujours en quête de se renflouer les poches, Rick accepte. Mais le Colombien le prévient. Rick a dit oui et il est rentré. Le problème de Lightchess est d'arriver à faire le voyage aller-retour de 9600 km de la Pennsylvanie à la Colombie. Il sait que s'il s'arrête pour prendre du carburant, il risque d'alerter les autorités. Mais les seuls avions capables de faire le voyage sans escale sont les gros cargos. Ces avions figuraient sur la liste des suspects et, à un moment donné, ils se faisaient prendre. Rick décide alors de transformer un banal Cessna 310, conçu pour un vol de 1440 km, en un avion long courrier. La première étape consiste à augmenter la capacité des réservoirs d'essence. Rick a pris un avion pouvant contenir 7600 litres de carburant et l'a converti pour qu'il en transporte 22 700. Le gouvernement avait demandé à la police de chercher des avions qui possédaient des réservoirs à l'intérieur de la cabine ou de la tuyauterie suspecte. Lightchess entrepose donc des réserves de carburant dans le nez de l'avion, sous le plancher de la cabine, dans les compartiments à bagages et dans les espaces creux des ailes. C'était un vrai réservoir d'essence volant. Pour
Pour régulariser le débit de l'essence, Lightchess construit un système de distribution centrale qui approvisionne les moteurs tout en maintenant l'avion en équilibre. Mais l'ajout de carburant alourdit l'appareil. Quand on ajoute autant de carburant, il faut renforcer les ailes et les jambes de train et augmenter la puissance des moteurs. Alors, il a augmenté la puissance des moteurs. À première vue, personne ne pouvait soupçonner que cet avion était capable de faire le voyage jusqu'en Colombie. Pour éviter d'éveiller les soupçons des autorités, Lightchess obtient un certificat de la FAA, attestant que les modifications sont parfaitement légales. Les autorités n'avaient aucune raison valable d'avoir des doutes. À l'intérieur de la cabine, Rick installe des radars qu'il a fabriqués lui-même pour le prévenir des conditions météo et de la présence des patrouilles aériennes. Rick n'était pas un génie seulement pour sa façon d'équiper ses avions, mais aussi pour avoir inventé un moyen d'esquiver les radars des autorités. Pour mettre le système de sécurité de la DEA en échec, Lightchess repère un agent des douanes corrompu qui lui vend une liste des emplacements des radars ainsi que les routes de vol et les horaires de tous les patrouilleurs aériens de la côte. Il met aussi en place un système radio qui couvre les 2 continents et établit un code de communication secret avec le cartel pour rester en contact pendant le vol. Il était rusé, brillant et très calculateur. Il avait manifestement bien planifié chaque étape. Pendant tous ces préparatifs, Rick a pris soin de ne pas éveiller les soupçons des agents de la DEA. Les agents étaient très proches de Rick. C'était un homme très attachant et il les avait charmés. Après 3 mois de préparation, Rick entreprend enfin son premier voyage sans escale jusqu'en Colombie. Il lui faut 13 heures pour arriver à destination. Pendant que les Colombiens chargent l'avion de cocaïne, Rick évalue avec précision le nouveau poids de l'appareil, ainsi que la longueur et l'état de la piste. Le problème, c'est que les pistes n'étaient généralement pas pavées et se terminaient par une rangée d'arbres. Rick se repose un peu et repart. Son petit avion transporte 363 kilos de cocaïne. Il pèse 907 kilos de plus que la limite recommandée. L'appareil a eu du mal à décoller et à éviter les arbres. Au large de la Colombie, on a retrouvé beaucoup d'avions qui se sont écrasés. Les modifications apportées à l'aéronef et l'augmentation de la puissance du moteur permettent à Rick de s'envoler. Mais il n'emprunte pas le même chemin au retour. Il prend plutôt une nouvelle route que les autorités n'ont jamais surveillée, le 73e méridien. Il s'est dit que s'il pouvait équiper ses avions pour voler plus loin, il échapperait au radar. Mais 5 heures après le décollage, le système de détection de Rick le prévient qu'un avion de patrouille de la marine est sur ses talons. Sur son radar météo, il remarque un orage dans les environs. Quand on est repéré par un radar et qu'on craint d'être condamné à la prison à vie, on peut risquer d'aller dans la tempête en espérant que le pilote ne nous suivra pas. Rick s'enfuit et se dirige au cœur de l'orage. Rick était un pilote remarquable, sans doute l'un des meilleurs parmi les contrebandiers. L'avion de patrouille ne le suit pas et Rick disparaît de son écran. 2 heures plus tard, Rick sort de la tempête et tourne vivement vers la terre ferme. Pilotant son appareil sous les ondes radar, il se dirige vers une petite piste abandonnée. Il s'approche de la piste, mais au lieu d'atterrir, il relève l'appareil à 450 mètres d'altitude. Même s'il vient de franchir près de 5000 km, c'est la première fois que Rick apparaît sur un radar. Il volait à très faible altitude et surgissait sur le radar. Il apparaissait comme un avion ordinaire. Rick avise ensuite la tour de contrôle de Scranton qu'il s'agit d'une brève étape.
Il rentre tranquillement à la maison, décharge les 363 kilos de cocaïne et empoche plus d'1 million de dollars. Son trafic prospère sera toutefois menacé par son tout premier client, le réseau de trafiquants de marijuana de la Floride. Ce soir, au Vendredi policier, à 21h, voyez comment opèrent les nouveaux détectives. Puis, à 22h, découvrez le rôle crucial des premières 48 heures d'une enquête. Les Vendredis policiers, ce soir à 21h, à Canal D. Enterprise? Allô? Je suis au garage en ce moment. J'ai besoin de louer une auto. Enterprise ira vous chercher. Génial. On vous amène d'abord chez nous, puis la voiture est à vous. Choisissez Enterprise. Laissez-vous transporter. Avec les sous-marins du jour des restaurants Subway, c'est vous qui décidez pour qu'ils soient à votre goût. Garnissez-les comme vous les aimez. Laitue, tomates, poivrons, cornichons, concombres, olives, piment fort. Choisissez votre sauce préférée ou essayez-en une nouvelle. Sélectionnez votre pain frais du jour et régalez-vous pour aussi peu que 2,99 $. Un sous-marin différent chaque jour à seulement 2,99 $. Subway, mangez frais. Vous avez réglé tous nos différends. Avant, il perdait tout le temps son temps, puis moi mon argent. Mais, votre idée, on a mis tous nos services de Bell ensemble, et là, il est fort. On économise temps et argent en même temps. Ah, on fait un vœu. Il est vraiment fort, hein? Combinez les services que vous voulez pour plus d'économies et de privilèges. C'est belle et bien simple. Les gars, on est arrivés! Ah non, moi je vois pas là-dedans. Oh ouais! Je m'étais habillé propre, les gars! 3 monstres next! Ouais! Ce bœuf-là, j'ai connu son grand-père, moi. Depuis 1903. À présent, les détenus affrontent les gardiens. On va les faire pleurer. Sandler. Ça va te coûter cher. J'ai bien hâte de voir ça. Rock. On peut le prendre avec nous. Si on en envoie, tu prends sa place. Le dernier essai. Maintenant l'affiche dans les cinémas. Il y a 2 choses qu'on retrouve sur les chantiers, de l'Alberta à la Zambie. Du monde qui travaille fort et des camions Toyota qui travaillent fort. Voici le Toyota Tundra 2005 de 282 chevaux. C'est ça que le monde conduit au travail. Enterprise? Allô? Je suis au garage en ce moment. J'ai besoin de louer une auto. Enterprise ira vous chercher. Génial. On vous amène d'abord chez nous, puis la voiture est à vous. Choisissez Enterprise. Laissez-vous transporter. Bon appétit. L'humour est servi à Canal D. Peu importe ce que vous mangez, votre souper va goûter drôle. Qui c'est qui a goûté? Les samedis de l'humour, dès 18h. Allez donc chercher de quoi dans le frigo? Vous regardez les Vendredis policiers à Canal D. Rick Lightchess a reçu plus d'1 million de dollars du cartel de Medellín pour le transport illégal de 363 kilos de cocaïne aux États-Unis. Le cartel est tellement impressionné qu'il engage Rick pour faire régulièrement des voyages au cours de l'année. Rick a accepté pour satisfaire son goût de l'aventure et pour l'argent qui lui permettait de faire les choses dont il avait envie. Rick prend confiance. Il étend son commerce frauduleux en embauchant d'autres pilotes et en augmentant le nombre de vols. Lightchess se félicite du succès de l'opération. Il disait en blague qu'il était le FedEx du commerce de la drogue. Lors des 4 premiers voyages, les Colombiens étaient prêts. Mais au 5e, ils nous ont demandé d'attendre parce qu'ils étaient à court de marchandises. Ils étaient épatés de notre efficacité. Pendant ce temps, la DEA, qui ne se doute pas des activités de contrebande de Rick, fait pression sur lui pour obtenir plus d'informations. Il leur a fourni beaucoup de détails, mais ces renseignements étaient stratégiquement choisis. Puis, en 1981, c'est la catastrophe. Le réseau de trafiquants de marijuana de Tampa, pour lequel Rick a déjà travaillé, est démantelé.
Rick fait partie des 16 personnes inculpées et doit subir son procès en Floride. La défense a argué qu'il avait effectué ces vols, mais dans le seul but d'obtenir des informations sur ce réseau pour le compte de ses amis du gouvernement. Lightchess convainc même la DEA de témoigner en sa faveur. Les agents ont tous témoigné qu'il était une personne intègre. Mais la véritable crainte de Rick, ce sont les Colombiens. Pour les persuader qu'ils ne mouchardent pas, il effectue des vols tous les week-ends pendant son procès. Tous les week-ends, il déposait ses avocats chez eux, puis il allait chercher de la marchandise en Colombie. Il ramenait une centaine de kilos de cocaïne, les déchargeait, dormait un peu et reprenait l'avion pour la Floride le dimanche. Il était là pour le procès le lundi matin. Le procès a duré 11 semaines et il a effectué 11 transports de coke. Rick encaisse 13 millions pour ses vols illégaux et il est le seul accusé que le jury acquitte. Mais Rick a maintenant beaucoup d'argent qu'il doit blanchir. Il se tourne alors vers un banquier de Scranton spécialisé dans les affaires, Michael Coffey. Michael était un homme ambitieux et il a dérogé à sa pratique pour rendre ce service. Mais un problème plus grave attend Rick. Jim Cooper est en garde à vue. Son avion s'est écrasé sur la voiture d'un homme qui attendait sa marchandise et l'homme est mort. Il avait pris de la coke toute la journée et n'avait pas toute sa tête. Nous nous sommes heurtés au milieu de la piste. Aussitôt que Cooper est accusé de meurtre concomitant d'un crime, il appelle Rick. Il aurait pu m'envoyer un peu d'argent. Je lui ai dit, écoute, disparais pendant un temps, descends dans les îles et va te faire bronzer. Mais il ne m'a pas écouté. Jim risquait 20 ans de prison. Il a alors négocié de se voir notifier un chef d'accusation moins grave et en échange, il fournirait de l'information sur Rick. Armé de la confession de Cooper, la DEA s'attaque directement à Air America et à Rick Lightchess. Les autorités se rendent à Scranton pour enquêter sur le passeur Rick Lightchess. Nous avons cherché des preuves concrètes. Nous sommes allés là où il avait atterri pour trouver des reçus d'essence, là où il avait acheté de l'équipement radio pour trouver les reçus de ses achats. Les agents fédéraux font également venir un spécialiste en blanchiment d'argent pour vérifier les transactions bancaires de Rick. Comprenant que les autorités sont sur le point de le coincer, Rick envoie par câble 30 millions à Saint-Eustache et s'y rend lui-même en avion. Saint-Eustache fait partie de ces îles qui n'ont pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Mais les comptables judiciaires retrouvent l'argent de Rick sur cette île et la DEA fait appel aux autorités locales. Un autre agent et moi-même avons fourni de l'information démontrant que Rick était recherché aux États-Unis. Les policiers ont eu raison du gouvernement local et ont réussi à le faire déclarer étranger indésirable. Les autorités policières acceptent de coopérer. En 1986, Rick Lightchess est arrêté par la police locale, conduit à l'aéroport et remis à la DEA. Ils l'ont fait monter dans l'avion. Quand ils sont entrés dans l'espace aérien américain, ils lui ont dit qu'il était en état d'arrestation. Rick est accusé de conspiration en vue de faire la contrebande de cocaïne. Pour éviter 345 ans de prison, il coopère avec la police et révèle l'emplacement où il a caché l'argent. Nous avons saisi plus de 21 millions de dollars en argent et en actifs. Il dénonce aussi tous les membres de son équipe qui finissent tous en prison. Quant à Rick, il purge 8 ans et demi. Rick était un mélange de Christophe Colomb et de Charles Lindbergh. Dans le monde de la drogue, c'était un génie. En fin de compte, il a lésé beaucoup de gens. Quand on transporte 9 tonnes de cocaïne, on fait du tort à des enfants, à des familles, à bien des gens. Depuis sa libération, Rick Lightchess est resté honnête et a commencé une nouvelle vie en Floride. Il vivrait à Smuggler's Cove, littéralement la crique du contrebandier. Il a dirigé le réseau de vol de voitures le plus prolifique dans l'histoire des États-Unis.
C'était un génie criminel. Il a géré une solide entreprise qui lui a permis d'empocher des millions de dollars. Il surveille étroitement son organisation, qui vole des milliers de voitures haut de gamme. Ils agissaient en quelques secondes, ils étaient très forts. Ils connaissaient la technologie la plus récente de ces véhicules luxueux. La police a les mains liées. Il était très discipliné, ce qui a fait de lui le meilleur. Et nous n'avions aucune idée qui il était. Restez des nôtres pour la suite de Génie du crime. Élucider des crimes en apparence insolubles. Découvrez de nouvelles méthodes d'enquête. Suivez l'évolution des sciences légistes avec les nouveaux détectives, ce soir 21h à Canal D. Avec son design européen et son ingénierie allemande, la Ford Focus ZX4 ST est une européenne à part entière. Et une véritable nord-américaine qui allie confort et commodité à un prix très réconfortant. La Focus ZX4 ST, européenne et nord-américaine. Vivez l'expérience du meilleur des deux mondes à lafocus.ca. Ford, bien pensé. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des comptes. Des comptes de fées? Oh non, c'est des comptes de téléphone, de câbles, de gaz, d'électricité. Ceci n'est pas sorcier. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire par une belle journée? C'est le paiement de facture avec Accéder. Participez au concours et courez la chance de gagner 5 000 $. C'est simple. Ajoutez une nouvelle facture à votre dossier de facture parmi plus de 2000 organismes et payez-la pour la première fois avec Accéder. Ceci n'est pas une banque, c'est des jardins. Dès qu'ils sont appelés, le décompte commence. Suivez de vraies enquêtes et découvrez le rôle crucial des premières 48 heures. Ce soir, 22h à Canal D. La loterie La Grande Vie de l'Auto-Québec est de retour. Parmi les prix à gagner, une maison de rêve, une Mercedes, une Jaguar, 2 Lincoln Aviator, un bateau d'Oral, des voyages au Kenya, aux îles Fidji, à Beverly Hills et finalement un gros lot de 100 000 $ par année à vie. La grande vie. Pour voir la vie en grand. En très grand. Procurez-vous les produits de qualité Napa directement dans les allées. Napa, faites le bon choix. Vous pensez tout connaître sur les célébrités? Vous vous trompez. Vous rêvez d'une vie de star? Changez d'idée, c'est un cauchemar. Star sur le vif, ce soir 23h, suivi du cinéma Canal D. Clive McDonald est chercheur spécialisé dans les carburants pour Shell International. À première vue, on se demande ce qu'il fait aux essais routiers de Ferrari. Les pistes de course, j'ai tendance à m'en tenir loin. Et je dois vous avouer qu'elles me font très peur. Clive fait partie de l'équipe mondiale qui perfectionne les carburants ici et les teste ici. Ce travail permet à Shell de rester à la fine pointe dans sa recherche du carburant le plus propre et le plus efficace qui soit. Ce sont les experts comme Clive qui nous donnent une longueur d'avance. Nous annonçons avec regret que la mise en onde de l'annonce Clamato César de Motz, qui aurait dû être diffusée maintenant, n'a pas été autorisée. L'annonce, qui démontrait qu'aucune autre boisson n'est aussi épicée que le Clamato César de Motz, a été jugée trop osée par le service juridique de la société QCC. Nous nous élevons contre cette décision et nous sommes déterminés à mettre cette annonce en onde. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le site du Clamato de Motz. Sommes-nous plus anglais qu'on le pense? Anglais? Je comprends pas. Chantal Lamarre présente, en exclusivité à Canal D, un amusant documentaire sur l'héritage anglais au Québec. Chantal Lamarre, à Monœil, samedi 21h à Canal D. Vous regardez les Vendredis policiers à Canal D. C'est dans la ville de New York que se trouve la plus grande concentration de voitures de luxe. Les manufacturiers les ont équipés d'un éventail de dispositifs de sécurité
comme des détecteurs de mouvement qui se déclenchent quand la voiture est déplacée. Des serrures encastrées pour faire échec aux outils. Et un système anti-démarrage électronique qui immobilise l'initiateur d'allumage si on n'a pas la clé appropriée. Et si les malfaiteurs réussissent quand même à voler une voiture, un appareil GPS caché dans un des 25 endroits secrets de l'auto permet à la police de la repérer. Mais en 1999, une énorme vague de vols de voitures frappe New York. Les voitures disparaissaient à un rythme effarant. En fait, nous avons perdu 48 voitures de luxe en l'espace de 6 à 8 semaines. Les voleurs sont si efficaces qu'ils font leur coup en quelques secondes. Ils étaient rapides et discrets. Ils volaient l'auto en un clin d'œil. Ils connaissaient les dispositifs anti-vol. Ils savaient comment s'y prendre. Ils volaient la voiture dans votre entrée, dans les parcs relais, les stationnements des centres commerciaux. Il fallait que ça cesse. Fait encore plus frustrant pour la police, les voitures ne réapparaissent pas. Habituellement, quand une voiture est volée pour ses pièces, elle ressurgit dans une rue quelque part. On retrouve sa carcasse. Toutes les pièces des voitures de luxe sont revendues, mais là, les voitures ne réapparaissaient pas. Les voitures se volatilisent. C'était curieux. Et en tant qu'enquêteurs sur les vols de voitures, nous croyions que les véhicules étaient exportés. On se demandait, exportés où? Nous avons découvert qu'un bon nombre de propriétaires de ces véhicules possédaient une Easy Pass, qui est un mode de paiement quand on passe à un poste de péage. Une étude des listes du dernier paiement effectué par les victimes permet d'établir une constante. Les voitures traversaient le pont Triborough et devaient se diriger vers l'un des endroits suivants pour être expédiées, soit l'aéroport JF Kennedy, soit Brooklyn. La police élimine l'aéroport comme point d'exportation à cause de la taille des véhicules. Et du côté des quais de Brooklyn, les enquêteurs se retrouvent dans une impasse. J'ai compris très vite dans cette affaire de vol de voitures luxueuses que nous étions face à une organisation professionnelle très expérimentée qui œuvrait dans la ville de New York. Le génie du crime que la police recherche est un ancien officier de renseignement de l'armée chinoise, Min Jianyang. Il a volé et exporté des milliers de voitures de luxe et s'est mis plus de 40 millions de dollars dans les poches. La question est... comment a-t-il fait son coup? La carrière de Min Jianyang a commencé à 8000 km de l'Amérique. Renvoyé à la vie civile à la fin des années 80, il déménage à Shanghai, où il y a une forte demande de véhicules luxueux parmi la classe privilégiée. Mais on ne vend pas de voitures en Chine communiste. Utilisant les connaissances qu'il a acquises lors de ses enquêtes sur les contrebandiers asiatiques, Yang fait une proposition d'affaires à la pègre chinoise. Il a réussi à convaincre les Chinois qu'ils pouvaient leur livrer des véhicules en 6 semaines. Quand on y pense, c'est le temps qu'il faut attendre quand on commande une nouvelle voiture. Yang conclut un marché avec un partage des profits à 60-40. Les acheteurs lui donnent une avance d'1 demi-million de dollars pour monter son organisation dans la ville où l'on trouve des voitures, New York. Une automobile payée 60 000 $ à New York se revend le double en Asie. Kenny savait qu'en venant à New York, il trouverait les véhicules que cette personne voulait. Il y avait là un bon choix de marchandises. Yang s'infiltre au pays à l'aide de faux papiers. Il prend le nom de Kenny et se présente comme un immigrant en difficulté. Cela faisait partie de son plan. Il se fondait dans la population. Il ne voulait pas se faire remarquer. Il conduisait une vieille Altima de Nissan qui perdait de l'huile. Il était discret. Yang met son plan de vol de voiture à exécution. Il fait venir un homme de confiance de Shanghai, Poi Chao, pour diriger la section de l'expédition. Le premier travail de Chao est de trouver un entrepôt sûr où ils peuvent préparer les véhicules. Il leur fallait trouver un entrepôt rapidement, mais pas n'importe lequel.
1, il fallait qu'il soit loin d'un poste de police. 2, qu'il soit dans un secteur tranquille. Et 3, qu'il soit dans un quartier qui n'attirait pas l'attention. Après des semaines de recherche, Chow trouve l'emplacement parfait. Yang lui dit de louer l'entrepôt. Ils ont fondé une entreprise bidon appelée MSK Group. Et s'ils ont fondé cette entreprise bidon, c'est que si jamais MSK Group faisait l'objet d'une enquête, on ne remonterait pas à Ken Yang. Il voulait être dissocié de cette compagnie pour se protéger en cas de pépin. Yang recrute d'autres associés chinois fiables. Ces gars arrivaient ici par le biais d'une organisation chinoise de Vancouver. Ils travaillaient dans l'entrepôt. Ils déguisent leur local. Ils laissent croire qu'il s'agit d'un entrepôt de produits alimentaires en empilant des boîtes de marchandises sèches près des portes et équipent l'immeuble de caméras de surveillance. Yang passe ensuite à la deuxième étape, recruter les meilleurs voleurs de voitures de New York. Il ne s'est pas compromis personnellement, mais il savait qui engager pour voler ces véhicules. Yang déniche un voleur de voitures accompli, connu sous le nom de Dean. Il avait rencontré Dean à un encan pour voitures retrouvées. Il s'est fait ami avec lui et c'est ensuite Dean qui a recruté les voleurs de voitures professionnels. Il voulait seulement que je m'occupe des voleurs et que je transige avec lui. Ça a commencé comme ça. Dean connaissait beaucoup de gars prêts à voler des voitures. Un de ses meilleurs amis s'appelait Mario Lopez. Le groupe se divisait en 4. Yang donnait ses ordres à Dean, qui, à son tour, les transmettait à Mario Lopez. C'est lui qui organisait le vol des voitures. Le dernier maillon était le groupe à prédominance asiatique qui expédiait les véhicules. Yang fait en sorte que personne dans l'organisation ne connaisse son identité, sauf ses associés les plus proches. Tout est en place. Yang donne le feu vert. Ils concentraient leurs activités dans les centres commerciaux riches, les quartiers résidentiels et les parcs relais. Mario pouvait voler une voiture à n'importe quel moment, n'importe où, et c'est ce qu'il a fait. Mario et sa bande repèrent une voiture et se mettent au travail. Quand on ouvre une portière, l'ordinateur s'éteint. Alors on doit casser la vitre et s'introduire par la fenêtre. Lopez est un spécialiste en informatique. Il sait comment déjouer les dispositifs de sécurité. Il reprogramme le système anti-vol, ce qui lui permet de faire démarrer le moteur avec une clé générique de concessionnaire. L'équipe de Dean était composée de professionnels dans le vol de voitures haut de gamme. Ils agissaient vite. Il leur fallait seulement 1 ou 2 minutes pour voler une automobile. Une fois tous les dispositifs anti-vol neutralisés, Lopez laisse la voiture à un autre. Mario volait des voitures et des conducteurs prenaient la relève. Après le vol, il conduisait la voiture dans un quartier chic, où elle passait inaperçue. Yang demande au voleur de vérifier électroniquement si l'auto est équipée d'un GPS. Le GPS envoie un signal qui permet aux policiers de repérer la position du véhicule. Après avoir trouvé le GPS, ils s'en débarrassent. Mais au cas où il aurait déjà été activé, ils abandonnent la voiture. Ken exigeait qu'on laisse les véhicules sur place pendant quelques jours. Si la voiture restait là pendant 2 jours, il savait que la police ne la cherchait pas. Yang ordonne ensuite à Dean de conduire la voiture à l'entrepôt. Cette partie de l'opération est aussi étroitement surveillée. Ils effectuaient la livraison aux heures de pointe, quand la circulation est dense. Dean reçoit l'ordre de faire en sorte que les conducteurs laissent la voiture à quelques pâtés de maison de l'entrepôt. Il ne voulait pas que les voleurs connaissent l'emplacement de l'entrepôt. C'est pour ça qu'il devait la garer à une certaine distance. Seuls Dean et Mario pouvaient apporter les voitures à l'entrepôt. Mais Yang a pensé à un dernier test pour s'assurer que les voitures n'ont pas été suivies. Il demande à Dean de tourner en rond avec la voiture volée. Si quelqu'un nous suit, on le voit tout de suite parce que la personne fait toujours le même virage que nous, que ce soit à droite ou à gauche.
Un deuxième éclaireur fait le même manège dans un périmètre plus large. Ils avaient des caméras à l'extérieur de l'entrepôt et des moniteurs à l'intérieur qui leur permettaient de surveiller la circulation. Il faisait entrer la voiture dans l'entrepôt seulement quand il était sûr que tout allait bien. À partir d'un poste d'observation stratégique, Yang ordonna Chow d'ouvrir la porte. Ils ouvraient la porte, la voiture entrait et ils refermaient la porte. L'équipe de l'entrepôt prend alors la relève. Si les voleurs avaient endommagé le véhicule, les gars de l'entrepôt s'en occupaient. Ils réparaient les serrures et coupaient des clés. Au moment de l'expédition, ces voitures étaient en parfaite condition. La prochaine étape consiste à charger les véhicules dans les conteneurs que Yang a fait livrer à l'entrepôt. Ces gars étaient très habiles. Ils utilisaient 2 rampes pour charger les voitures dans les conteneurs. Connaissant les dimensions exactes de chaque auto volée, Kenny conçoit le système parfait pour le transport. Il montait une structure autour de l'automobile avec des colombages et plaçait une autre voiture en dessous. Les véhicules ne bougeaient pas. La marchandise restait intacte. Après avoir établi le poids exact du conteneur, Yang invente des manifestes crédibles pour l'expédition. La marchandise était identifiée comme produit alimentaire. Le poids du contenu coïncidait avec le poids qu'ils expédiaient. Une fois que le conteneur avait quitté l'entrepôt, ils le transportaient par camion jusqu'au New Jersey. De là, le conteneur traversait tout le pays jusqu'en Californie à bord d'un train, puis il était chargé sur un bateau. Le bateau se dirige vers la mer de Chine orientale, où il rencontre un deuxième navire. On transfère alors clandestinement les conteneurs, qui sont par la suite livrés en Chine, accompagnés de nouveaux manifestes identifiant la véritable marchandise. Avec une rigueur militaire, Yang livre des milliers de véhicules luxueux. Mais un banal accident de circulation va bientôt risquer de mettre fin à son opération très lucrative. Ce soir, au Vendredi policier, à 21h, voyez comment opèrent les nouveaux détectives. Puis, à 22h, découvrez le rôle crucial des premières 48 heures d'une enquête. Les Vendredis policiers, ce soir à 21h, à Canal D. Écoutez bien ce qui suit. Les croustilles Lay's sont maintenant faites d'huile de tournesol pure à 100% et elles ne contiennent aucun gras trans. Lay's, aucun gras trans. Même bon goût. Pas étonnant que les clientes me demandent comment obtenir des cheveux sains et illustrés comme au salon. Je leur réponds que tout commence par des produits professionnels. Mais voici ce que je leur confie. Pas besoin de payer une fortune pour des produits professionnels. Connaissez-vous Très Aimé? C'est une ligne de soins capillaires de performance salon parce qu'elle a commencé dans les salons. Elle est abordable. Après tout, c'est mon travail de m'assurer que les femmes se sentent ravissantes. Professionnelles, abordables. Vous avez aimé le peuple migrateur? Vous tomberez sous le charme de la marche de l'empereur. Plongez dans l'existence du manchot empereur, le plus humain des oiseaux. Visitez l'Antarctique où se déroule chaque année une histoire éternelle, simple comme la vie, qui vous touchera, vous fera rêver et voyager. Laissez-vous raconter une histoire extraordinaire, celle de la marche de l'empereur. Maintenant à l'affiche. Les plus récentes technologies. Révolutionnaire à plusieurs niveaux. Wow. Les plus éminents spécialistes. C'est du Klingon, ça doit venir de l'Enterprise. Des gens au pouvoir extraordinaire. Aide-moi. On doit la retrouver. Des meneurs d'hommes. Les vraies solutions aux vrais problèmes. Lancez-vous à sa poursuite. Passe à la cible. Les meilleurs soldats. Couvre-moi. Torpille arrière. On attend votre signal. Nous avons la visite. Feu. Scène télé. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que je ne suis pas assez rapide. Dites-moi que je n'ai pas le contrôle. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Et que vous n'avez jamais eu autant de plaisir à vous rendre chez le nettoyeur.
Achetez l'Aviateur, maintenant en DVD. Il était le plus riche et le plus accompli des hommes de son temps. Et son vécu en fit un personnage légendaire. Je veux savoir ce qui vous ferait plaisir. Lauréat de 5 Oscars, d'après une histoire vraie. Achetez les 2 disques DVD maintenant. Quand votre alimentation ne subvient peut-être pas à tous vos besoins en vitamines, essayez le supplément de vitamines Propel pour vous aider à maintenir une bonne santé. Le supplément de vitamines Propel, il a juste assez de saveur. On ne s'attend à rien de moins du fabricant de Gatorade. Depuis 10 ans, Canal D nous plonge dans des enquêtes captivantes. Vous regardez les Vendredis policiers à Canal D. Depuis 5 ans, Ken Yang exporte illégalement en Chine des voitures volées et fait des millions de dollars. Mais il est dépassé. Pour répondre à la forte demande, il décide de s'en prendre directement au concessionnaire. Il passe le message à Dean, qui le transmet à Mario Lopez. Mario entrait pour sonder le terrain et demandait à faire un essai de conduite. Il remarquait l'endroit où le vendeur prenait les clés de la voiture. Quelques nuits plus tard, Mario retourne chez le concessionnaire. Mario entrait par effraction, se dirigeait vers la boîte, il savait où elle était, et prenait les clés. Les complices de Mario attendent. En quelques minutes, 7 nouvelles voitures de luxe quittent le stationnement. L'alarme se déclenchait, mais quand la police arrivait, il n'y avait plus personne. Le conducteur d'une des voitures volées a un accident en sortant du pont Triborough. Quand les policiers arrivent sur place, ils découvrent que le véhicule a été volé. Ils arrêtent le conducteur qui dénonce ses complices. Cet accident nous a menés à Dean. Puis, une enquête sur Dean conduit la police à l'entrepôt de Ken Yang. Nous avons compris qu'il se faisait de l'exportation dans un entrepôt de Brooklyn. Nous l'avons donc repéré. Nous l'avons mis sous surveillance et à notre insu, il faisait de la contre-surveillance dans le quartier. Yang se rend compte que la police est à ses trousses. Mais il a conçu son organisation de manière à la faire disparaître rapidement. C'était un homme d'une grande discipline, ce qui en a fait le meilleur. Quand il a compris qu'il était repéré, il a disparu. Quand la police passe à l'action, l'entrepôt est abandonné. L'entrepôt avait pratiquement été vidé et il s'était échappé. Nous n'avions aucune idée qui il était, où il était parti. Rien. Tout semble calme, mais la police met le téléphone de Dean sur écoute. Au téléphone, les gens demandaient à Dean, « Les Asiatiques reviennent quand? Ils reviennent quand ?» Dans l'espoir de démanteler toute l'organisation, la police s'abstient d'arrêter Dean. Nous voulions obtenir des informations sur le plus de voleurs de voitures professionnels possible. Nous voulions aussi savoir à qui les véhicules étaient destinés au bout de la chaîne. Yang réapparaît 6 mois plus tard. En résumé, Ken est revenu à New York. Il a appelé Dean et il a parlé de façon succincte. Il a dit « Je suis revenu. J'ai une commande de 260. » Craignant d'être sur écoute, il ordonne à sa bande de changer continuellement de portable. Ces gars étaient rusés. Ils se débarrassaient de leur portable, alors même si à un moment, nous avions 14 appareils sur écoute, il nous fallait tout le temps demander une nouvelle autorisation de la Cour pour mettre un autre appareil sur écoute à mesure qu'ils changeaient de numéro. Nous savions à qui ils téléphonaient. C'était un parent ou une petite amie, alors nous attendions qu'ils les appellent. Nous notions alors leur nouveau numéro de téléphone. Et ensuite, nous mettions 7 appareils sur écoute. Il croyait qu'en changeant de portable et qu'en n'utilisant pas son adresse, il pourrait cacher son identité. Mais ses copains faisaient constamment allusion aux endroits où ils devaient se rencontrer. La police envoie un agent d'infiltration asiatique à un des déjeuners d'affaires de Yang. Pour la première fois, la police aperçoit le génie criminel. Nous pouvions entendre les conversations, ce qui nous a permis d'entrer dans le monde de Yang et de sa bande.
Quand nous avons appris qu'ils avaient repéré cet entrepôt, nous avons agi. Kenny préparait son coup, nous préparions le nôtre. La police s'abstient d'arrêter Ken Yang parce qu'elle veut connaître la destination des voitures volées. Nous voulions éviter la présence de la police dans ce quartier le plus possible. Alors, nous avons installé des caméras. Nous en avons mis sur les poteaux de téléphone et sur des immeubles. La police réussit même à glisser un dispositif de positionnement dans l'un des conteneurs pour lui permettre de suivre sa piste. Nous avons travaillé de concert avec la police de l'État de New York et la police de la ville. Cela faisait des années que nous travaillions sur cette affaire. Nos arrières étaient couverts. Mais quelque chose d'inattendu se produit. En voulant livrer un plus grand nombre de voitures, ils ont commencé à faire des erreurs. Ils sont devenus négligents et gourmands. Ils ne laissaient plus aux voitures le temps de se faire oublier. L'une des voitures volées qui se trouve dans l'entrepôt possède un GPS qui alerte la police. L'agent en service s'immisce alors dans l'opération. Nous surveillons la situation grâce aux caméras, mais nous ne pouvions rien faire. Nous savions que cet agent allait entrer dans l'entrepôt. Les employés qui étaient dans l'immeuble se sont enfuis. Nous avons compris qu'il fallait agir et vite. Nous sommes allés à la maison de Kenny. Nous avons posté une voiture de chaque côté et une autre en bas de la rue. Un homme de type oriental est sorti. Nous l'avons identifié, c'était Kenny. À ce moment, nous avions décidé de l'arrêter. Ken Yang est arrêté et accusé de multiples crimes reliés au vol de voitures. Mais la police est amère. L'arrestation s'est faite prématurément et nous n'avons pas pu déterminer avec précision à qui les voitures étaient vendues. À son procès, Yang plaide coupable de crimes érigés en entreprise et il est condamné à 10 ans de prison. Il a été arrêté parce que nous avons été plus brillants que lui. Nous avons envoyé un message aux voleurs de voitures de cette région. Nous possédons des renseignements, nous sommes au fait de vos actes. Nous pouvons vous arrêter et nous avons plus de moyens que vous. Ken Yang est un homme très intelligent. Il a consacré beaucoup de temps et d'énergie pour monter son organisation. Il a géré une solide entreprise sans être repéré par la police, ce qui lui a permis ainsi qu'à sa bande d'empocher des millions de dollars. C'est ce qui a fait de lui un génie du crime. Les autorités estiment que Ken Yang a fait 40 millions de dollars pendant les 10 ans qu'il a géré son organisation de vol de voitures. Cet argent n'a jamais été retrouvé. Élucider des crimes en apparence insolubles. Découvrez de nouvelles méthodes d'enquête. Suivez l'évolution des sciences légistes avec Nouveaux Détectives dans un instant.